Donc, comme on en avait discuté en amont, l'idée, c'est de revenir un petit peu sur ce concept de vulnérabilité hein, qui, dans le champ des politiques sociales, est très présent et de voir comment, dans le domaine de l'asile, il a émergé et surtout comment il a fait l'objet d'une reconnaissance accrue en droit. Et puis, il s'agira aussi de voir un peu dans quelle mesure ensuite il y a une effectivité de ces droits reconnus aux populations vulnérables, comment est mis en œuvre, on pourrait dire, comment on repère aujourd'hui, comment on accompagne les populations dites vulnérables. Donc, hop, je vais Donc, tout d'abord, je pense un premier élément à rappeler, c'est que les politiques européennes d'asile, elles sont caractérisées par une ambivalence profonde, une tension entre, d'un côté, des politiques de protection. On a bien un droit d'asile, on a bien des garanties hein, pour ces demandeurs d'asile, et une politique aussi de sélection. Euh, et tout cela, euh, j'ai envie de dire, s'inscrit dans le cadre des mutations depuis les années 70, où on est dans un contexte en Europe, aux frontières de l'Europe, de contrôle accru des politiques migratoires. Donc d'un côté, on va bien avoir une élévation progressive dans le droit. On a des directives qui sont renégociées régulièrement, hein, des standards d'accueil dans les pays européens. On va élever les garanties procédurales. Je pense que par exemple, justement, le rôle des interprètes a été davantage reconnu dans ces procédures d'asile dans les pays européens. Et en même temps, il y a une tension profonde avec l'érection hein, d'obstacles physiques, juridiques à l'entrée des demandeurs d'asile en Union européenne et à leur déplacement au sein de l'Union européenne et à leur accès à des dispositifs d'accompagnement. Donc ici, en fait, vont se rejouer hein, ces tensions autour de cette question de la vulnérabilité. Donc la protection des demandeurs d'asile qui sont catégorisés comme vulnérables en Europe, elle peut être comprise à la lumière de cette ambivalence. Alors, protéger les personnes vulnérables, ça a fait vraiment l'objet d'une évolution en matière de droit. Et il s'agit d'essayer de comprendre finalement pourquoi, en France, comme dans les institutions européennes, on a eu une attention spécifique pour des populations dites vulnérables. Hein. Qu'est-ce qu'on entend par vulnérabilité? Et ça, ce sera l'objet du premier point que j'examinerai. Ensuite, on s'intéressera à la mise en œuvre de ce droit, à la question des usages et en fonction du temps, j'ai envie de dire, hein, soit on fera qu'un aspect, soit on fera les deux, puisque l'idée c'est d'avoir des échanges. Il s'agira de regarder à travers un exemple un peu plus précis, celui des personnes qui sont dans un état de vulnérabilité psychologique comment on a des obstacles à la mise en œuvre de ce droit, au repérage et à l'accompagnement des populations exilées qui peuvent avoir différents voilà, états de détresse, on va dire, psychologiques dans leur situation. Donc, un premier mouvement en matière de droit, quand on regarde historiquement, c'est le déplacement, j'ai envie de dire, d'une reconnaissance de la vulnérabilité de manière générale de tout demandeur d'asile à la notion, j'ai envie de dire, plus contemporaine, là, actuelle, de reconnaissance de vulnérabilité spécifique à certains groupes qui font une demande d'asile. Donc ça, c'est vraiment le mouvement historique. Quand on regarde euh, la notion de vulnérabilité, de manière générale, avant de rentrer, j'ai envie de dire plus spécifiquement autour de la question du droit d'asile, la vulnérabilité, ça renvoie à la fêlure, hein, à la blessure, une zone sensible. Hein. Il y a les travaux du coup de Thomas là-dessus, ou de Soulet, hein, qui, dans le champ plus général, j'ai envie de dire de l'accompagnement social, souligne le fait qu'on va être attentif à la potentialité à pouvoir être blessé hein, d'un individu. Il y a aussi voilà, des travaux, si vous avez envie de lire sur ces notions plus
cette notion de manière plus générale de Brodiès, d'Olino, hein, qui peuvent être intéressants et que je donnerai en bibliographie. Du côté de la demande d'asile, justement, cette potentialité, j'ai envie de dire, à être blessée, hein, elle a progressivement été reconnue. C'est-à-dire que le fait que les hommes peuvent être justement vulnérables dans certaines configurations politiques parce qu'ils sont des minorités particulières, persécutées, marginalisées dans un État, dans les États en recomposition, euh, ça a fait l'objet justement d'une reconnaissance de plus en plus universelle. C'est le mouvement du droit d'asile, d'avoir tenu compte progressivement, hein, du fait que ça n'était plus les Assyro-Chaldéens au début du siècle, les Russes, voilà, des groupes, j'ai envie de dire, identifiés par rapport plutôt à leur origine nationale et à la situation de minorité dans ces pays. On est passé en 1951 avec la Convention de Genève avec cette définition, bon, au départ pas si universelle que ça, hein, puisque, il y avait des clauses limitatives, mais voilà, à cette notion plus universelle de toute personne, hein, qui est menacée de persécution en raison, et puis vous connaissez les différents motifs de persécution. Donc, on a ici cette reconnaissance de cette vulnérabilité du sujet à l'arbitraire de l'État, à son absence de protection contre la violence d'autres acteurs, un peu dans l'idée d'Hannah Arendt, hein, qu'il faut un droit d'avoir des droits parce qu'il y a cette vulnérabilité particulière des hommes face aux institutions politiques qui peuvent ne pas les protéger. Et puis, au détour du XXe siècle, le droit européen a entendu plus récemment porter une attention à des situations de vulnérabilité spécifiques. Et là, on est vraiment dans ce qui concerne les directives européennes que j'ai évoquées en introduction. Donc, on a une juriste, hein, Johanna Pétain, qui a beaucoup travaillé là-dessus, hein, et qui montre comment justement on est dans une nouvelle logique qui tend à distinguer, à différencier pour apporter une réponse spécifique, adaptée, hein, des groupes vulnérables, hein, pour lesquels il s'agirait donc de mettre des, des dispositions particulières en place pour mieux les accompagner, en fonction justement de ce qui caractérise leur vulnérabilité. Alors, ça s'est traduit par des garanties accrues, hein. D'abord, en 2003, dans la directive accueil, hein, et puis surtout dans la refonte du paquet asile dans les années 2010, hein, en 2013. On a des dispositions dans la directive accueil qui spécifient, par exemple, dans le principe général, hein, dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes de graves violences psychologiques, physiques ou sexuelles, par exemple les victimes de mutilations génitales féminines. Donc on a ici déjà un premier repérage, j'ai envie de dire, de groupes euh, dont j'ai les associations, hein, ont mis en alerte sur leurs conditions, hein, en amont. Et puis, c'est pas exclusif, c'est-à-dire ce sont des exemples et il peut y avoir d'autres catégories, hein, qui peuvent être concernées par cette situation de vulnérabilité et qui ne seraient pas pointées ici. Donc ça, c'est un élément important aussi. C'est ce qui fait aussi qu'on va, dans les prochaines séances, parler aussi des trajectoires et des besoins spécifiques que peuvent avoir ces populations en matière d'accompagnement. Donc, il y a des dispositions aussi dans une autre directive, la directive procédure, où là, il s'agit plutôt de mettre l'accent sur le fait que il doit y avoir des conditions d'entretien à l'OFPRA, par exemple, particulières, que les personnels doivent être formés pour faire des entretiens, par exemple, avec des mineurs non accompagnés ou des personnes qui souffrent de psychotraumatisme. Donc, que aussi leurs demandes peuvent être traitées de manière prioritaire. Par exemple, voilà, il y a cette opportunité-là qui est laissée ouverte par le droit. Donc, il s'agit d'adapter, j'ai envie de dire, au mieux, dans l'esprit de ces lois, les procédures
aux besoins spécifiques de ces populations. Il y a aussi des articles du coup qui ont été transposés en France dans le CESEDA, hein, dont la référence hein, est mise ici et que vous pouvez aller consulter. Donc, pour pas trop passer de temps sur le droit et avoir le temps de parler de la mise en œuvre, je continue et je reviens sur qu'est-ce qui explique que finalement cette notion, elle ait pris aussi sa place dans le droit d'asile contemporain. Alors, déjà, on le doit, hein, si on faisait une histoire et une sociologie des mobilisations, au succès d'une mobilisation d'acteurs de l'accueil des demandeurs d'asile et réfugiés. C'est-à-dire que toutes les associations très engagées et puis aussi hein, voilà, des relais politiques, des relais dans certains aussi institutions publiques, hein, ont pu mettre l'accent sur le fait que dans l'accompagnement, il repérait bien chez certaines de ces populations des besoins spécifiques en termes de temps, de manière de conduire l'entretien auprès d'une personne qui a des vulnérabilités psychiques, par exemple. Voilà, une manière de s'adresser à des mineurs aussi qui doit être différente. On a hein, ici des actions de plaidoyer articulées parfois à la recherche qui ont été menées et qui ont contribué aussi à ce que ce soit reconnu en droit. Plus généralement, en France, cette question, on peut la relier aussi au fait que dans le mouvement des politiques publiques, on a eu une réflexion accrue sur ce qu'on appelle la praticabilité du droit, hein, qu'on doit au doyen Carbonnier, un juriste éminent, et j'ai envie de dire sur le fait que progressivement, les politiques publiques ont mis l'accent sur le fait qu'il fallait des dispositifs d'accès au droit, qu'il fallait des lieux d'accès au droit, par exemple pour des personnes qui sont plus en marge du droit, qui sont plus vulnérables et qui ont du mal à activer leurs droits. Je le dirais comme ça, hein. Donc ça fait l'objet de cette évolution-là aussi. Et puis plus généralement, dans le champ de l'action sociale, on a un mouvement dans l'accompagnement social où l'action publique contemporaine se transforme, hein, c'est amorcé à la fin des années 80, autour d'une volonté de personnaliser, d'individualiser davantage l'activation des politiques sociales. Donc il y a voilà, des sociologues qui ont bien montré ça dans d'autres champs de l'action sociale, hein. On passe, on pourrait dire, d'une logique égalitaire, universelle dans l'attribution des droits sociaux à une logique d'équité, où l'attribution dépendrait davantage des spécificités de chaque individu. Et plutôt que de cerner les intéressés à partir de variables d'état, il s'agirait désormais d'appréhender de façon plus fine les situations réelles des personnes en s'intéressant à leur parcours de vie, aux trajectoires et plus largement aux processus qui conduisent les individus à une plus grande vulnérabilité, au risque de leur désaffiliation. Donc, voilà, mon interprétation, hein, c'est que justement, cette reconnaissance, elle s'inscrit dans cette évolution des politiques publiques. Alors, être reconnu vulnérable, pour autant, hein, c'est devenu un enjeu profond de différenciation des parcours. Et ça, j'ai envie de dire, des frontières de l'Union européenne j'ai envie de dire, aux pays responsables de l'accueil. C'est par exemple devenu un enjeu dans le cadre des hotspots grecs, hein, dans les années 2015 à 2017, hein, pour échapper au programme un pour un. Donc là, il va y avoir des enjeux. Être identifié comme vulnérable permet aussi d'avoir finalement un accès hein, à des dispositifs auxquels les autres demandeurs d'asile n'auront pas forcément accès. Pareil, on a vu dans les pratiques d'accueil à ces frontières hein, qu'il y avait des camps comme Moria, où il y avait une surpopulation, une indignité des conditions extrêmement fortes, et puis voilà, des moyens différenciés et plus de financement qui étaient mis pour des camps pour populations vulnérables, comme celui du Lesbos Solidarité Pipka, hein, à partir de 2012 déjà, hein, même avant, il accueille des populations vulnérables avant ce qu'on a appelé la crise de l'accueil des réfugiés. Donc on a comme ça des effets de différenciation profonds. Pareillement, en France aujourd'hui, c'est un élément dans l'accès prioritaire ou non au centre d'hébergement. C'est le cas en France puis dans d'autres pays d'accueil. Et puis normalement, il doit y avoir une adaptation des conditions matérielles d'accueil, du suivi sanitaire pour les populations. Donc ça, c'est un enjeu fort, un enjeu réel, et c'est ce qui m'amène à aborder. Alors je pense, on va
plutôt regarder ici le deuxième point pour laisser place à la discussion, hein. Et puis, voilà, donc, s'il y a matière dans le troisième point, je pourrais revenir sur certains éléments. Donc, cet enjeu, on peut le regarder autour de la question en Europe de l'identification des exilés en matière voilà, de vulnérabilité psychologique, hein. Et puis, je vais revenir ici, du coup, brièvement sur une controverse qui a eu lieu et qui montre bien les difficultés à la mise en œuvre de ce droit au moment, dans les années 2015, justement peu après la mise en place de cette directive de ces directives de 2013, hein, d'une controverse autour d'un questionnaire qui s'appelait Protect. Alors, de manière générale, sur le sujet des vulnérabilités psychiques, hein, il y a eu une reconnaissance, j'ai envie de dire internationale, du fait qu'il y a des effets traumatiques de la violence. Aujourd'hui, c'est une catégorie, la catégorie du traumatisme, qui est quand même bien connue, hein. Les gens connaissent aussi la notion de post-traumatic stress disorder. Il y a des formations, il y a une littérature abondante, hein. Et voilà, ça a des effets aussi sur l'attention qui peut être portée à ces populations et aux dispositifs d'accompagnement qui peuvent être mis en place. Alors, le psychotraumatisme, c'est un des éléments en matière de santé mentale, hein, mais ce n'est pas l'unique élément. Il y a une prévalence de troubles psychologiques chez les réfugiés qui peut être bien documentée, hein. Il y a aussi des dépressions réactionnelles, des troubles de l'anxiété. Il peut y avoir aussi des vulnérabilités différentes, comme de la psychose, hein. Les gens ont une trajectoire aussi antérieure. Et donc, voilà, il y a des besoins en santé mentale, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas aussi des mécanismes de résilience, hein, auxquels il faille être attentif. Du coup, c'est développé hein, quand même depuis plus de 70 ans, hein, un accompagnement spécialisé dans le secteur public, dans le secteur associatif. Alors, voilà, vous connaissez des associations comme Primo Levi, vous avez évoqué le COMED, enfin, on peut citer de nombreuses associations. C'est la même chose aussi à l'échelle européenne, hein. On a aussi des associations de ce type qui peuvent œuvrer. Les recherches, elles insistent sur la variété des syndromes observés, mais aussi sur les délais, les obstacles à l'accès aux soins, hein. C'est-à-dire qu'on a bien des dispositifs, mais quand même, ce que soulignent les recherches, c'est qu'ils sont sous-dotés. Et c'est aussi au regard de cette configuration politique-là, la sous-dotation, hein, et les difficultés d'accès aux soins, qu'il faudra comprendre nos effets de sélection qui peuvent surgir de manière forte aussi après quand on veut essayer de protéger les vulnérables. Alors, du côté des demandeurs d'asile, ça a des effets concrets. Ça veut dire que quand on est dans ces situations de vulnérabilité psychologique, on a du mal à répondre aux exigences de la procédure d'asile. Il peut y avoir des effets sur la parentalité, sur la trajectoire d'intégration professionnelle. Enfin, on a des effets multiples hein, que sans doute vous rencontrez dans votre pratique. Alors la question qui s'est posée, c'est, voilà, on a des directives, c'est comment repérer. Donc au niveau même des institutions européennes, il y a des constats, des financements qui ont été faits pour essayer de mieux comprendre comment en Europe on repère des personnes vulnérables en situation de vulnérabilité psychologique. Et ce qui est ressorti, c'est qu'il n'y a pas une méthode homogène, qu'il y a une pluralité de méthodes hein, depuis de nombreuses années. Il y avait une étude de Odysseus qui est justement très engagé dans ce champ, coordonné par Debauche, qui montrait la diversité. Donc, comment on repère? Dès avant la réforme du paquet asile, ça peut être le fait d'observer des signes de vulnérabilité du côté des travailleurs sociaux. On va remonter l'information, essayer de mettre en place un accompagnement. Ça peut être aussi parfois organisé dans le cadre d'ateliers où on va faire parler les gens. Ça peut être aussi l'incitation au repérage par les proches, les compatriotes au sein de la communauté, hein. L'UNHCR a plutôt cette méthode-là quand il œuvre auprès des réfugiés. La possibilité aussi d'effectuer des examens ciblés. Alors c'est le cas par exemple aux Pays-Bas, hein. Ça peut être la mobilisation d'un questionnaire bien précis. Le personnel de Ah, l'UNHCR aussi. a recours à cette méthode avec ses collaborateurs pour des populations déplacées dans des camps ou en milieu urbain, notamment dans les pays dits du Sud. Donc la question, c'était comment homogénéiser tout ça. Et de là est venue l'idée d'essayer de réfléchir à un questionnaire qui s'appelait Protect, hein. Il y a eu un financement d'un programme autour de cela.
ce questionnaire, il a fait l'objet de certaines critiques, hein, on y reviendra, et qui a fait que finalement il a été abandonné. Mais c'est intéressant quand même de se pencher sur justement ce qui peut avoir été l'objet de discussion autour de justement ces 10 questions, par exemple, qui avaient été mises en place et que certains ont critiqué justement parce elles pouvaient être réductrices et puis aussi parce qu'on ne savait pas trop les conditions dans lesquelles elles seraient mises en œuvre précisément. Ensuite, est-ce que ça allait être aux frontières? Est-ce que ça allait être dans un rendez-vous médical? Et ce rendez-vous médical, est-ce que ce serait dans des institutions plus administratives de contrôle comme l'OFII ou au sein d'associations? Voilà, il y avait tout un tas de questions levées autour des usages et c'est pas neutre. Alors, ça renvoie en fait à un grand débat qui est est-ce que finalement on met plus les moyens sur une approche un peu universaliste ou sur une approche ciblée? Le questionnaire de dépistage, Protectable, il correspond à ce qu'on appellerait une approche ciblée. Et en ça, les débats qui avaient été un peu étudiés par Bourdillon sur le dépistage d'enfants qui souffrent de troubles psychiques, hein, et des controverses qu'il y avait eu au moment donné où quand on avait évoqué l'idée de passer un questionnaire pour ces enfants, hein, ça, ça, ça avait été justement le nœud, hein, de se dire, voilà, est-ce qu'on doit plutôt tendre vers une approche universaliste ou plutôt vers une approche ciblée? On a les mêmes controverses et des enjeux un peu similaires autour de l'utilisation à l'échelle de l'Union européenne de ce questionnaire. Donc, l'argument présenté pour cette approche ciblée, hein, et et justement, c'est intéressant de regarder un peu qu'est-ce qui, voilà, porte à promouvoir cette approche ciblée. Ça peut être de dire que le repérage des sujets, quand il est laissé plutôt à ces approches communautaires ou dans le cadre d'accompagnement par des travailleurs sociaux, par la famille, etc. Donc, il, euh, il peut laisser échapper le repérage d'un sujet vulnérable à l'observation de son entourage parce que pour les demandeurs d'asile actuellement, on sait que ben, les liens familiaux, justement les rapports aux proches sont très marqués par cette trajectoire d'exil et par les ruptures qui les accompagnent. Donc on a un moindre étayage social, on pourrait dire un plus grand isolement souvent. D'autres éléments aussi, c'est que il y a aussi, hein, parfois des personnes qui ne sont pas accompagnées socialement parmi les demandeurs d'asile parce que aussi voilà, il y a une sous-dotation en matière d'hébergement des demandeurs d'asile. Donc certains sont à la rue, très isolés, ils risquent d'échapper au repérage, là encore. Et puis, les trajectoires résidentielles sont particulièrement fragmentées, soit parce qu'on est en marge des dispositifs, soit aussi parce qu'on a aujourd'hui des politiques de désengorgement qui fait qu'on peut avoir, voilà, être, j'ai envie de dire, déplacé dans d'autres régions que celles où on était arrivé, on avait tissé ses premières attaches. Donc tout ça, j'ai envie de dire, fragilise aussi ce mode de repérage laissé aux différents acteurs sociaux pour remonter des difficultés psychologiques. Et donc, pour ceux dont l'isolement et l'errance entraîneraient une absence de repérage, de soins rapidement mis en place, c'est ce qui faisait que ce questionnaire était plutôt encouragé, hein. On disait, bah, ce serait bien d'avoir en intenté justement un repérage. Mais rapidement, il y a eu des débats, hein, parce que, bah, en même temps, ce questionnaire, vous voyez, il est très court. C'est un questionnaire très standardisé. Il s'agit de l'administrer à toute une population. Et donc, il y avait des questions comme est-ce que les réponses vont pas être peu contextualisées? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une forme de réductionnisme, hein, des personnes enquêtées à ces paramètres fragmentaires? Ce qui sont des éléments qu'on avait retrouvés dans le débat, hein, aussi autour justement de l'approche des enfants qui pouvaient avoir des difficultés psychologiques. Pareillement, il y a des questions autour des réponses au questionnaire. Qu'est-ce qui va en être? La circulation des données recueillies, parce qu'on avait peu d'éléments sur les personnels qui seraient amenés à recueillir cela, et puis comment seraient diffusés ces résultats entre les différentes institutions. Et puis pour des raisons budgétaires, il y avait aussi la peur qu'il y ait un tenté, voilà, où la personne arrive, où on passe ce questionnaire
Mais l'idée, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas une fréquence de dépistage régulière parce que voilà, les processus de décompensation peuvent se produire à différents moments, parce que la verbalisation peut prendre du temps, parce qu'il y a des personnes qui peuvent échapper aussi à cette approche standardisée. Et la peur qui a prévalu, c'était qu'il y ait un étiquetage durable des populations entre d'un côté des victimes de traumatisme, des résilients ou des bien portants, les uns ayant accès à un accompagnement et les autres étant davantage relégués en marge des dispositifs dans un contexte où l'hébergement est peu présent. Et puis, dernier point, la question, c'était, voilà, une fois dépisté, quelle sera la prise en charge effective dans un système de soins qu'on sait difficile d'accès, hein. Il y a des problèmes d'accès au CMP, il y a une difficulté d'avoir accès à l'interprétariat qui demeure encore présente. Donc, on a ici différents éléments, j'ai envie de dire, qui pouvaient inquiéter fortement les personnes qui ont réfléchi autour de ce questionnaire. Donc, comme je vois l'heure qui a beaucoup défilé, je vais peut-être m'arrêter là pour laisser place à la discussion. Si Estelle, vous avez encore largement le temps, mais peut-être sur ce point, moi je me demandais si certains, parmi les personnes présentes, certaines personnes avaient peut-être déjà utilisé ce questionnaire. Je ne sais pas si c'est dans les pratiques, parce que pour avoir il y a longtemps aussi travaillé avec des travailleurs sociaux, c'était quelque chose, un outil qui, voilà, qui avait effectivement circulé. Je me demandais si Mince, parmi les personnes, c'était un outil que vous connaissiez ou connecté aviez sur ton téléphone. pratiqué. Parce qu'en fait, c'est aussi ça. Ah, j'entends quelqu'un, mais je ne sais pas si c'est. Non, c'était pas pour prendre la parole? Pardon. Hmm. Non, je ne sais pas, je vois plus la personne. OCP et Red Q. Donc, c'était pas forcément un outil connu, visiblement. Après, si on a encore un peu de temps, je peux Oui, aussi... non, vous avez largement, Oui. vous pouvez poursuivre. Oui, oui, il y a aucun problème. Après, on peut garder les questions, il y a pas de souci. Donc, l'autre élément, voilà, si on dispose un petit peu de temps, c'est comment ça se joue aujourd'hui en France et qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Moi, d'après les remontées que je peux avoir quand je fais des entretiens, alors, j'ai pas de bilan très récent sur les deux dernières années j'ai envie de dire, du plan vulnérabilité qu'a mis en place. Donc, je suis très intéressée d'avoir vos retours aussi de ce point de vue-là. Mais dans les entretiens que j'ai pu faire, voilà, il y a des obstacles hein, qu'on repère bien dans les recherches qui sont remontées aussi par les associations. Il y a eu différentes études. Il y a les rapports d'activité des associations qui en rendent compte aussi, hein. Donc, on a ici quand même des éléments sur ces difficultés de repérage des personnes en souffrance psychique. Donc, en France, dans les évolutions qu'on peut constater, c'est que l'OFII a un rôle central aujourd'hui dans cette question du repérage des vulnérabilités de par le droit. C'est à l'OFII qu'est confiée cette mission. Et dans la manière dont l'approche est faite, j'ai envie de dire qu'il y a quand même euh, une difficulté à appréhender les vulnérabilités d'ordre plutôt psychologique. Le repérage, c'est plutôt celui des vulnérabilités physiques et visibles. Je ne sais pas s'il y a des interprètes qui travaillent à l'OFII pour ces entretiens vulnérabilité. Ce sera intéressant d'avoir leur retour. Mais voilà, moi, dans les campagnes d'entretien que j'ai pu faire, c'est ce qui ressort quand même que dans cette évaluation, c'est plutôt les vulnérabilités physiques et visibles qui vont être détectées. Alors bien sûr, il n'est pas interdit au demandeur de faire état de sa souffrance psychique, hein, mais on a toujours un contexte qui est plus ou moins propice à l'expression d'une souffrance. Et l'entretien là, il est court, hein, auprès des auditeurs, et donc il représente, j'ai envie de dire, un espace d'expression assez inadapté au regard de deux caractéristiques qu'on connaît du côté des demandeurs d'asile et plus généralement des exilés. C'est la défiance envers les institutions de par sa trajectoire, hein, des institutions étatiques, et puis à la gestion de l'indicible, qu'on sait plus généralement pour des personnes qui ont vécu des traumatismes. Et celle-ci, elle diffère selon les sujets, mais elle peut du coup, faire que cette expression soit extrêmement difficile et plus encore dans un entretien extrêmement. Alors,
le demandeur, il peut aussi délivrer une attestation médicale, c'est-à-dire avoir un médecin soignant, s'il a la chance, mais on connaît les difficultés d'accès au médecin aussi traitant une fois qu'on a sa couverture, sa protection maladie, hein. Mais si par chance on est accompagné par un médecin dans une association en amont à la passe ou par un médecin traitant si on a pu intégrer le droit commun, il y a la possibilité que ce médecin remplisse une attestation médicale pour le médecin référent de l'OFII, hein. Mais dans une étude qui avait été faite par Beau en 2017, ce qui apparaissait, c'est que les requérants ne comprenaient pas très bien cette procédure. Donc là aussi, on peut se demander dans quelle mesure ils peuvent en faire réellement usage, hein, en termes d'effectivité du droit. Donc là, il y a une vraie difficulté de ce point de vue-là. Et puis, les médecins ne sont pas toujours très informés sur voilà, le droit d'asile en lui-même, la question de la vulnérabilité, là aussi, en termes de difficulté à pouvoir générer une formation très large sur le territoire sur ces questions, on a des vraies difficultés. Donc, il y a des contraintes, j'ai envie de dire, qui pèsent aujourd'hui de manière très forte et sur l'approche ciblée et sur l'approche universelle dont on a parlé. Il y a le poids des conditions de travail et des trajectoires des personnels au premier guichet de l'asile, comme on dit, hein. Donc, les détections sont un peu lacunaires, hein, des vulnérabilités psychiques. Il y a une importance du turnover quand même dans ces plateformes ou à l'OFI, hein, que ce soit les plateformes PADA ou à l'OFI, on sait qu'il y a quand même des conditions éprouvantes, un fort turnover et ce manque de temps, euh, des formations qui existent, hein, qui se développent, mais qui parfois arrivent à un temps T, ce qui fait que les personnes n'ont pas toujours tout de suite la formation. Donc tout ça pèse fortement aussi sur cette possibilité dans ce rendez-vous systématique où on peut finalement avoir des questions de santé qui émergent à pouvoir détecter. Ce qu'on a dit précédemment, il y a des conditions différenciées d'accès aux soins selon les structures d'hébergement, hein, selon qu'elles sont localisées ou non dans des zones de désert médical, en santé mentale. Il y a un taux d'encadrement différencié selon qu'on est en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, en PRADA, voilà. On a une présence ou non d'un personnel de santé dans les structures, hein. Il n'y a pas toujours un psychologue dans les centres d'hébergement pour repérer justement les personnes vulnérables psychiquement. Et puis, les équipes mobiles peuvent avoir un territoire plus ou moins grand, hein, sur lequel elles doivent intervenir. Donc, sur les zones les plus éloignées, c'est pas toujours évident, hein. Ça, là, il y a une thèse en cours d'Isabelle Sifford qui le montre très bien en région parisienne. Il n'y a pas toujours de convention aussi entre le CADA et des partenaires en santé mentale. Donc ça, c'est un élément aussi qui pèse fortement. Et puis, si le repérage, il est opéré au sein d'une structure d'hébergement, hein, parfois, il y a aussi des difficultés, j'ai envie de dire, dans la continuité, dans la transmission de l'information. C'est-à-dire que parfois, des personnes sont repérées, on repère une vulnérabilité psychique, par exemple, là où elles sont entrées dans un dispositif d'hébergement d'urgence, mais le CADA va pas toujours être mis, hein, au courant. Pareil, les relations avec les institutions étatiques, l'information ne circule pas toujours au mieux, hein, d'après les entretiens que j'ai pu faire en CADA, puis aussi d'après ceux que Isabelle Siffert a pu faire dans le cadre de sa thèse. Et puis, voilà, on disait tout à l'heure, le maintien de l'étayage social du demandeur, du fait qu'il soit entouré, donc qu'il y ait plus de personnes qui puissent alerter, hein, il est quand même difficilement compatible avec les politiques de dispersion, où il y a une instabilité résidentielle du coup des personnes, hein, qui fait que parfois, ils vont être coupés des personnes avec lesquelles ils avaient pu commencer à tisser des liens. Donc ça, pour moi, voilà, c'est des réformes importantes. Alors, je vous le disais, il y a eu un plan vulnérabilité qui prévoit un meilleur repérage, hein, par la proposition au sein du guichet unique de la demande d'asile, d'un rendez-vous de santé. Mais voilà, là, les associations comme le CDE aussi, hein, interrogent sur le fait que ce soit déontologiquement une instance de contrôle qui soit dans cette activité de prévention. Euh, donc ça, c'est un premier élément. Des actions de formation, hein, référents vulnérabilité aux filles, agents d'ESPADA, travailleurs sociaux, hein. Il y a l'idée de davantage mettre l'accent là-dessus, d'une meilleure communication vers les demandeurs d'asile et bénéficiaires de la protection internationale.
Donc, il y a aussi l'idée d'améliorer la prise en charge via les dispositifs psychotrauma, la mobilisation des EMPP, l'extension du coup de la formation des médecins de ville, le soutien financier à des structures spécialisées hein, qui existent déjà, la présence d'un personnel de santé dans les centres DNA et l'interprétariat en santé et en médiation sanitaire. Mais tout ça, voilà, entre en contradiction avec les politiques de restriction budgétaire par ailleurs, hein, et puis les mesures de contrôle migratoire dissuasives qui existent hein, et qui font que ça ne se développe pas de manière généralisée. C'est plutôt, j'ai envie de dire, des laboratoires qui, euh, qui peuvent en faire l'expérience que toutes les infrastructures sur le territoire. Donc ça génère là encore des inégalités. Donc voilà, pour conclure, hein, si les représentants, j'ai envie de dire, de la main gauche de l'Europe, pour reprendre les termes de Bourdieu à propos de l'État, hein, prêtent une attention plus soutenue aux besoins spécifiques de populations vulnérables, dans un souci accru hein, d'effectivité du droit, de singularisation de la prise en charge, c'est pas sans risque de voir, j'ai envie de dire, ceux de la main droite de l'Europe s'en saisir à des fins de sélection et de contrôle. Donc la vulnérabilité, c'est devenu aujourd'hui un enjeu dans une justice locale où il s'agit de prioriser l'accès à des ressources rares, les dispositifs d'accueil étant durablement hein, marqués en Europe par la sous-dotation des structures d'hébergement, de santé ou de conseils juridiques. Et pour les demandeurs, c'est souvent une épreuve de vérité supplémentaire. Voilà, je vais Merci. m'arrêter là. Merci beaucoup, Estelle.